Bonjour à tous, je me présente Manon Saillard, je travaille pour HEI Alumni en tant que chargée de communication et projet. Je ne suis pas diplômée HEI, je n'ai pas fait du tout HEI, j'ai fait des études de communication. Mais voilà, je travaille pour HEI Alumni, donc j'organise tous les événements avec mes collègues Marie et Agathe et maintenant aussi Angélique qui nous a rejoint la semaine dernière. Depuis le premier confinement, on a lancé les apéros at home, donc comme ce soir, qui sont des événements conviviaux où on discute de sujets qui sont pas forcément professionnels, enfin, voilà, de hobbies, de passions, etc., tout en présentant un petit peu des parcours différents de nos diplômés et étudiants. Donc je vais vous dire aussi, si vous aussi vous avez des sujets comme Edouard ce soir à présenter, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite par mail. Ce sera avec plaisir qu'on fixera une date pour ça. Et voilà, pour commencer, je vous propose, afin qu'Edouard vous connaisse aussi un petit peu et connaisse un peu son public, qu'on fasse un petit tour de table, entre guillemets, puisqu'on n'est pas un petit tour d'écran, on va dire. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, de faire un petit tour d'écran. Donc, ce soir, normalement, on va être assez nombreux. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas tout le monde inscrit. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que ce soit très rapide, qu'on fasse nom, prénom, promotion et ensuite en 2 mots ce qui vous intéresse dans le sujet de ce soir, pourquoi vous êtes inscrit. Mais vraiment en 2 mots, il faut que ce soit rapide histoire qu'on laisse un temps d'échange après sur le sujet de ce soir. Voilà. Donc je ne sais pas qui veut se lancer pour commencer. On va commencer du coup. Je Vas-y. m'appelle Amaury Romler, donc promo 2014 comme Edouard. C'était le domaine BTP, donc j'ai travaillé dans ce milieu-là par la suite. Et ce qui m'intéressait ce soir, c'est de voir un peu plus en détail le parcours d'Edouard suite à ce changement et surtout comprendre un petit peu ce changement, passer un peu d'ingénieur à mannequinat, qui est quand même un milieu très différent, de voir comment ça s'est passé, etc. Ok, super. Ok, super. Ensuite, Moi, je peux y aller. Vous m'entendez? très bien. Moi, c'est Alice, promo 2015. Et je crois qu'Edouard, on était dans la même classe en première année, si mes souvenirs sont bons. C'est Mais possible. j'avais pas Ouais. la frange. J'avais pas la frange. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est ok, d'accord. Ouais. C'est vrai que ça me vient un petit Et, peu. ouais. Voilà, moi, maintenant, j'habite à Annecy et je suis intéressée par ton parcours et puis par le virage que tu as pris, puis ta décision aussi de devenir entrepreneur. Voilà. J'ai D'accord, hâte ok. de comprendre un peu, voilà, tout ce que, enfin, Bah, je l'expliquerai après. découvrir ton chemin. Ok. Merci beaucoup. Ensuite, vous allez tous y passer. Ah, Bon, bah, je peux y aller si vous voulez. je sais pas si vous m'entendez. Vous Vous m'entendez? m'entendez? Ah, vous êtes deux à parler en même temps. On va écouter Vianney. Allez-y. Ouais, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, parfait. Bon, bah alors moi, en fait, moi, je suis un peu plus vieux, vous voyez, je suis à la retraite en fait. Et mon parcours, ça a été au moment de la retraite, de pouvoir faire une activité qui me plaisait, enfin découvrir une activité qui me plaisait. Je suis compteur, voilà. Et donc, je voulais voir un petit peu, faire le parallèle avec la réunion de ce soir, quoi, voilà. D'accord. Compteur, c'est-à-dire, c'est qui ton public, par exemple? Alors mon public, en fait, c'est pas que les enfants, c'est les adultes aussi. Et voilà. Bon, il se fait que je suis handicapé, je suis hémiplégique. Bon, ça se voit pas là, mais disons qu'à l'hôpital, j'ai croisé des enfants, j'ai commencé à leur raconter mes histoires. Ça les a plu. Et puis, Ouais, t'as voulu en faire ton activité. que les histoires que j'écris, en fait, ça intéresse peut-être plus les parents que les enfants. Donc, D'accord, donc t'écris les histoires et tu les racontes après. voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Ah, c'est super. Voilà. Et t'as découvert ça à 60 ans ou tu voulais le faire déjà avant, en fait? Ah, je faisais un peu de théâtre avant, et puis là, disons qu'au moment de la retraite, en 2014, Mhm. donc j'avais 62 ans, je me suis lancé. D'accord. Je fais des scènes ouvertes, des choses comme ça, j'ai créé un petit spectacle et tout ça. Ah, c'est génial, ça, c'est bien. Ouais, ouais, alors Il n'y a bien, pas d'âge pour se lancer, c'est cool. ouais, j'utilise un peu enfin, mon handicap, enfin, j'essaye de le détourner pour l'utiliser. Ça, c'est bien, ça, c'est le théâtre qui. Enfin, je sais que ça, des fois, ils aident à. Enfin, tu peux utiliser quelque chose pour en faire une force. Voilà. C'est pas mal. Ok, c'est C'est un super. peu, c'est un peu cet aspect-là. Bon,
Je me demande si, bon, finalement, en étant ingénieur, j'ai pris ma bonne voie, quoi. Mais, enfin, j'ai découvert autre chose. Ouais, j'y reviendrai après, mais enfin, souvent mes potes, enfin, je sais que les études de HEI, finalement, ça me sert maintenant en fait. Il y a des choses qui, je me dis sans HEI, j'aurais pas fait les choses de la même manière et je sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Enfin bref, j'en reviendrai après. Super, bah, merci. Du coup, Chloé, si tu parlais aussi. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Chloé. Je suis en HEI 5, promo Teamtex, enfin, du coup, spécialisation Teamtex. Et je suis accompagnée de ma copine Lucie qui vous entend, mais qui va nous rejoindre après, qui est dans la même promo que moi. Et du coup, on est venu plus par curiosité. On n'avait jamais fait d'apéro home. Et aussi par rapport à la reconversion professionnelle que tu as choisi, Edouard, enfin après de manière assez générale, mais voilà, on s'intéressait plus à ça. Et puis on est toutes les deux, donc voilà. D'accord, parfait. Super. Par curiosité aussi. Bah, merci. Ensuite, je vais désigner comme ça ira plus vite. Je vais demander à Estelle de te présenter du coup rapidement. Bonjour, oui, c'est un sujet. Alors, déjà, je suis diplômée de cette année, BAA, et je continue mes études en école d'architecture à Versailles pour le moment. Et non, c'est un sujet qui m'intéresse vachement parce que je fais du théâtre depuis super longtemps et c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête et je ne sais pas trop comment je vais gérer ça plus tard avec ma vie professionnelle. Donc, Tu aimerais bien être actrice en fait, c'est ça? pourquoi Non, mais c'est pas, hein. bien. Non, mais tu dis-le. Enfin, moi, j'ai commencé les cours de Oh, théâtre cette année et j'aimerais bien avancer là-dedans, tu vois. Donc, ouais. c'est super. Bah, c'est forcément c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est pas ultra sécurisant, mais oui, ce Bah, serait tu vois, chouette. c'est vrai qu'au théâtre, là, cette année, il y en a beaucoup qui sont dans des entreprises et il y en a, ils disent ils veulent changer de vie, en fait, et ils veulent se lancer. Ouais. Ils sont là pour ça. Mm. Je pense que, ouais, ça se tente. Bah, on en parlera après, hein, Oui. c'est cool. Ok. Super, merci. Du coup, après, j'ai Hugo. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis en HEI 4 BTP, donc promo 2022. Et bah, je suis ici pour voir le parcours d'Edouard, parce que ça m'intéresse. Voilà. Ok, merci. Ensuite, j'ai Jean-Michel. Alors, moi, Ah. je dois du petit lait parce que j'ai fait une reconversion complète puisque je suis un informaticien 92 2i. Voilà, j'ai 52 balais et j'ai été amené il y a 6 ans à faire un changement complet de vie et effectivement avoir un profil, non pas mannequin, je fais mannequin, mais je représente une marque, une très grande marque vraiment au plus haut niveau de la technologie. Et effectivement, j'ai été amené à réfléchir complètement autrement, à agir complètement autrement, à changer complètement ma vie. Marié, 4 enfants. D'ailleurs, au passage, je vais vous rejoindre à Lille si vous êtes à Lille durant ce week-end, parce que ma grande fille se marie alors que c'est un moment de dingue. À Villeneuve-d'Ascq, là, ce samedi. Donc voilà, petit clin d'œil. Ok, et tu Bah, représentais super. la marque, c'est-à-dire tu donnais ton image pour la marque, c'est ça? Alors en fait, je suis pas mannequin comme toi, c'est-à-dire au sens de l'habillement, etc. Mais par contre, d'un point de vue technologique, je représente la marque. Et ça se voit, ceux qui me suivent savent ce que je représente. D'accord, donc tu es le porte-parole, on va dire, technologique de la marque. Voilà, et en même temps, j'agis vraiment sur le terrain. Et mon image, le fait que je mette mon image à disposition est très bien payé. D'accord, ok. Super, Ouais, bah, merci. ok, super. Voilà. Moi, je te coupe, Edouard. Non, 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 On pas dira. du tout. Ensuite, j'ai Pedro, je pense. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis en H4 en spécialisation Teamtex et en fait je suis venu parce que déjà le mannequinat m'intéresse et aussi la transition par rapport au parcours d'Edouard. D'accord, Voilà. c'est parfait alors. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Lou. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je suis en HEI 3, la plus jeune ici, je crois, du coup. Et pour faire BTP après, et je voulais vraiment savoir ton parcours, comment tu avais changé, parce que ça m'intéresse vachement ces changements de trajectoire, vu que je me pose aussi des questions sur mon parcours, on va dire. Voilà. D'accord, ok, très bien. Ok, super. Ensuite, j'ai l'iPhone de Chloé. Est-ce que c'est Chloé qui s'est déjà présentée ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est une autre Chloé. Moi, je suis alors HEI 2014 comme Edouard. Dans le métro en plus. Ah, Chloé Vizio, c'est famille de... Et ouais, salut. Et justement, on se connaissait, on est de la même promo, donc je voulais un peu savoir ce qu'il était devenu.
tout Ok, simplement. parfait. Ça Bah, marche. super. Bah, merci Chloé. Ensuite, j'ai un iPhone qui n'a pas de nom. Je sais pas qui se cache derrière l'iPhone. Le gouvernement, un inconnu. On ne sait pas. Y a-t-il quelqu'un derrière l'iPhone sans nom? Bon, je n'ai pas de réponse. Du coup, je vais passer pour la dernière personne. J'ai un pseudo, c'est SM9. Moi, je recommande que les personnes qui ne se présentent pas, qui sont anonymes, soient éjectées d'un Zoom. C'est pas poli pour les autres. Bah après, ils n'ont peut-être pas de micro ou quoi que ce soit. Oui, mais ils parlent dans ces cas-là, mais ils peuvent pas être présents. Moi, c'est quelque chose que je pense parce qu'on a ce qu'on appelle le scam pour Zoom. Et ça, c'est quelque chose que voilà, je trouve qu'il faut, voilà, il faut que les personnes aient la politesse de se présenter. Et ça, je trouve que c'est très important. Et par écrit, ouais, s'ils n'ont pas le micro, par écrit, ils peuvent Oui, écrire. si vous n'avez pas le micro par écrit, si c'est possible, voilà. Après, sinon je le désactiverai. Ok. Ouais, donc j'avais la dernière personne, SM9, qui se cache sous ce pseudo. C'est pas un pseudo, c'est l'ordinateur qui a enregistré ça, Ah, c'est d'accord. ma société. Donc moi je suis Séverine Mac et je suis une Esthite 98. Ah, mes Et parents, j'étais ils ont fait ça aussi. voilà, donc j'étais juste un peu curieuse de savoir ce qu'on devenait et de participer à un apéro. Génial. Ok, super. Bah, merci à tous. Ah, j'ai une troisième Chloé qui arrive. Bonjour. Ah bah c'est peut-être la même Chloé du coup, qui est dans le métro. Qui a vu ça, c'est ça? Ah, j'ai aperçu. Ouais. Bah, merci à tous de vous être présentés. On attend encore du monde. J'ai quelques mails de personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Donc, c'est possible qu'il y ait des personnes qui arrivent en cours de route. Mais on va quand même commencer. On ne va pas les attendre si Zoom fait des siennes. Donc, je vous propose de tous trinquer. En tout cas, de prendre votre verre, de trinquer un bon coup tous ensemble. Et ensuite, je vais laisser la parole à Edouard pour présenter son parcours. À la vôtre. À la vôtre. Alors, toutes les questions que vous avez posées sur mon parcours, ce serait plus vous posez la question sur la transition, comment je suis passé d'un statut à l'autre, on va dire. Je pense que je vais juste faire un rapide raccourci à partir des études du bac, etc., jusqu'à aujourd'hui. Déjà, j'ai fait un bac S, voilà, comme tout le monde. J'ai fait HUI derrière. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme domaine à la base. Donc, au final, j'ai fait informatique parce que mon père il faisait de l'informatique. J'ai un peu suivi la voie royale, on va dire. Ouais, j'ai continué. Après, je suis sorti d'école et ensuite j'ai enchaîné sur les jobs. J'étais ingénieur informatique, après ingénieur commercial et j'ai continué à travailler pendant 3-4 ans, on va dire. Ça, c'est pour la partie, on va dire, ingénieur. Et en parallèle, en fait, comment expliquer En fait, j'ai commencé, on va dire, à travailler chez Abercrombie en tant que vendeur, parce que j'étais parti à Londres en deuxième année à HEI. Et je sais que là-bas, j'ai commencé à travailler, je vendais des glaces à la base, et il y a quelqu'un qui est venu me voir pour travailler chez Abercrombie à Londres. Je lui ai dit OK, sauf que ça s'est pas fait parce qu'il fallait un permis, etc. de travail. Je suis revenu en France et j'ai fait ça en Belgique. Donc là, j'ai déjà une première approche par rapport à l'image, en fait. Je sais pas si vous voyez, Abercrombie, c'était là où il y avait les mecs torse nu devant l'entrée. Je sais pas si vous avez déjà vu à Paris ou à Londres. Enfin, bon, bah. On voit bien, on voit bien. Okay. Du coup, j'ai commencé par ça. Et en fait, en parallèle, j'étais parti en vacances. C'est là où tout a démarré, on va dire. Je crois que j'avais 20 ans. Et j'étais en vacances, en fait, et il y avait Miss Bretagne. C'était une amie des parents. Et elle me disait, toi, il faut que tu fasses du mannequinat. Donc à la base, j'avais pas trop confiance en moi. Enfin, c'était pas un truc pour moi à la base. J'avais les études, enfin, c'était pas sérieux. Donc j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Et en fait, en revenant à Lille, je me suis dit, il y a quand même j'ai envie de tester. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, on va dire. J'ai commencé à taper agence mannequin Lille. Et j'ai commencé à envoyer des emails, à contacter. Et du coup, j'ai eu des réponses, etc. Et c'est là que j'ai trouvé ma première agence, en fait. Donc j'avais 19-20 ans, je pense. Et c'était pas sérieux à la base. Je me suis dit, je fais ça en parallèle, c'est un kiff. Et il y avait rien de. J'étais pas à fond en me disant, je vais faire que ça, je vais arrêter HEI et ça s'arrête. Donc au final, j'ai continué les études. Je suis entré dans une agence. Après, je suis entré dans une deuxième agence. Et je prenais toujours ça un peu à la rigolade, en fait. C'était plus un loisir passion, comme si j'allais faire du tennis ou du foot. Et j'ai commencé à avoir un job, puis deux jobs. Et après, ils commencent à m'envoyer des castings. Et là, je me suis dit, merde, ça devient sérieux, il faut que je rate des cours. Et je voulais pas rater les cours. Donc finalement, j'ai commencé à un peu abandonner. Ça s'est pas trop développé.
Et même ma bouqueuse, elle me disait, tu verras, c'est vers 25 ans que les mecs, ça marche mieux. Parce que, faut savoir que dans le mannequinat, les filles, c'est plutôt entre 18 et 25. Enfin, il y a beaucoup de jobs, ça cartonne à fond. Les mecs, c'est plus dans la durée, en fait. Voilà, du coup, j'ai continué mes études, j'ai terminé ça. J'ai bossé un an en Irlande en tant que manager chez Abercrombie. Et là-bas, il y avait beaucoup de mannequins, en fait. Du coup, je me suis dit, merde, il y a quelque chose à faire. Enfin, leur vie, ça me donne envie de la faire aussi. Ils sont vendeurs et en même temps, ils font ça à côté. Enfin, je trouve ça intéressant. Donc voilà, j'ai continué. Et à ce moment-là, où quand j'étais en Irlande, j'ai commencé à avoir mon diplôme, parce que j'ai validé l'expatriation. Et je me suis dit, bon, bah, je vais rentrer en France et je vais utiliser mon diplôme. En rentrant en France, j'ai galéré un petit peu à trouver un job quand même. Parce que en expérience de manager dans une boutique de vêtements, ça correspondait pas forcément au marché ou les stages qu'on faisait à HEI pour intégrer directement des grosses sociétés. Et voilà, donc j'étais ingénieur informatique d'abord, chez Sopra. Et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas en fait. Enfin, je me sentais pas à ma place. Je sentais que tout le monde était bien dans l'entreprise, tout le monde bossait enfin, plutôt bien. Chacun avait sa place et moi je sentais qu'il y avait un gros décalage. Et je crois qu'au bout de 4-5 mois, j'ai donné ma démission. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu fou de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai donné ma démission, je suis resté sans emploi pendant 2-3 mois. Après, j'ai trouvé un emploi de commercial dans une société d'informatique. Et là, c'est pareil, en fait, je me disais, je me sentais pas à ma place non plus. J'arrivais pas. Je me disais, j'ai l'impression d'être quelqu'un parmi les autres. J'avais pas l'impression de développer mon business. Et le fait d'avoir une autorité, enfin, d'avoir des comptes à rendre à un manager, j'avais du mal avec ça, en fait. Du coup, ça s'est pas fait. Ils m'ont licencié avant la fin de la période d'essai. Donc, enfin, sur le coup, ça met quand même une claque, en fait. On a un diplôme, on pense à avancer, on teste des trucs, ça marche pas. Je me dis, merde, c'est chaud quand même. Et justement, c'est à ce moment-là, c'est un peu en parallèle. C'est mon ancienne agence, quand j'ai commencé, mon ancienne agence celle qui m'avait contacté il y a quelques années, elle me recontacte. Elle commence à me donner des jobs. J'avais 25-26 ans, donc je me suis dit, ouais, c'est marrant, ça correspond à ce qu'elle m'avait dit avant. Et là, j'ai commencé à bosser pour la Redoute, à faire des shootings photos enfin, pour les marques, pour Jules, enfin, pour Auchan, un petit peu les marques de la région lilloise. Donc là, je me suis dit, bah, c'est cool, ça commence à avancer. Je pouvais pas en vivre totalement, ça arrondissait bien les fins de mois, mais c'était pas assez pour vivre. Je pouvais pas complètement ne plus travailler en tant qu'ingénieur. Donc là, après, j'ai mixé ça, plus un peu le chômage. Enfin, voilà, ma vie, elle s'est un peu avancée là-dessus. Et après, j'ai retrouvé un emploi chez Rhizome IT. C'est une start-up, en fait. Et c'était une super expérience. Je suis resté 2 ans là-bas. C'était une de mes plus longues expériences. Et ouais, c'était super sympa, bonne ambiance. On était 4. J'ai même couru le marathon de Paris avec mon boss. Franchement, c'était super. Mais je sentais que quand j'allais dans les sociétés, quand j'allais parler avec les directeurs informatiques, etc., leur projet, c'était intéressant, mais ça me parlait pas. J'avais pas envie de parler de ça. Je voulais parler de leur vie, je voulais parler un peu de l'actualité, je voulais parler d'autres choses en fait, de tout ce qui est à côté. Et je sentais que j'étais pas non plus à ma place, parce que mon patron, il me demandait quand même des résultats. Il fallait quand même avoir. Je voulais faire ces efforts, mais pas les faire pour quelqu'un d'autre en fait. Je voulais avoir mon image, enfin, mon entreprise, enfin, bosser pour moi. Enfin, je sentais que j'avais un petit truc. Et, mais en fait, comme ça se passait super bien, enfin, dans mon job, ça se passait bien, j'avais des contrats, avec mon boss, je m'entendais super bien, l'équipe pareil. Bah forcément, je me disais, mais c'est con, je peux pas abandonner ce job, c'est un CDI, c'est super intéressant, c'est complètement idiot de lâcher ça. Et du coup, en parallèle, le mannequinat, ça commençait à prendre de l'ampleur. Je commençais à avoir des shootings, à prendre sur mes journées de congé, en fait. Donc, à la fin, j'avais plus de vacances, enfin, je faisais shooting, job, enfin, j'enchaînais vraiment les deux. Et c'est là, au bout d'un moment, je me suis dit, ça devient compliqué. Et c'est un jour, en réunion, mon boss, il me dit, faut que tu choisisses, enfin, tu peux pas faire les deux, tu peux pas faire les deux jobs à moitié, en fait. Donc, je lui ai dit, ouais, bah, ok, je vais calmer un peu le mannequinat et je vais me lancer un peu, enfin, je vais me consacrer un peu plus sur ce qu'on fait dans la boîte. Sauf qu'au bout de 6 mois, 1 an, je me suis dit, bah, ça commence à continuer à être toujours à bloquer, en fait. Et j'arrivais pas à dire non, en fait, au mannequinat. Je voyais que c'était cool, j'aimais bien faire des shootings photos, j'aimais bien contacter les photographes moi-même, enfin, j'aimais bien gérer mon business, on va dire. Il y avait personne qui me contrôlait. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis dit, il faut que je lâche le truc, enfin, c'est pas possible, quoi. Et ça s'est bien passé. Un jour, je lui ai dit, sans vraiment crier gare,
Je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien faire une rupture conventionnelle. Et en fait, il était assez ouvert. Enfin, je pense qu'il le savait, il le voyait un peu. Donc ça s'est fait comme ça. Et c'était en septembre 2018. Et à partir de là, bah, tout s'est bien enchaîné. Après, j'ai réussi à trouver des contrats, j'ai réussi à bosser régulièrement. Et voilà. Ça, c'est au niveau de la transition, on va dire ingénieur à mannequin. Donc en fait, j'ai pas fait la transition d'un coup comme ça. Je faisais déjà des shootings depuis un petit moment, j'avais déjà développé ma page Facebook, Instagram, j'avais déjà fait des petites choses par-ci par-là. Mais j'avais pas le temps en fait avec mon job à 40 heures par semaine de pouvoir vraiment consacrer tout mon temps à mon image, enfin vraiment développer l'autre côté. Et donc voilà, j'ai commencé en 2018. Donc j'ai fait les allers-retours Lille-Paris pendant un an. Parce que en fait, sur l'île, il y a des jobs, mais c'était pas assez pour vivre. Il fallait que j'aille à Paris régulièrement, on va dire. Parce que la mode, enfin à Lille, c'est plus au champ, enfin c'est plus comment dire, textile industriel. Il y a des jobs, mais c'est pas assez pour vraiment faire une activité à temps plein, je pense. Et après, au bout d'un an, je suis venu à Paris, je me suis installé. Et puis voilà, après, là, ça continue. Enfin, j'ai commencé le cours de théâtre, j'aimerais bien faire un peu d'acting, j'aimerais bien un petit peu avancer sur d'autres domaines, on va dire. Parce qu'au final, le mannequinat, j'aime toujours, mais après 2 ans, on va dire que je suis un peu rodé, mais intellectuellement, j'ai besoin de plus, en fait. Et ça, je pense que c'est l'école d'ingénieur, enfin tout ce qu'il y a derrière qui me demande d'aller un peu plus loin au niveau intellectuel, je pense. Parce que juste poser, enfin, c'est à la fin, les réflexes, on les a, on sait ce qu'il faut faire. J'ai besoin d'aller un peu plus loin, on va dire. Voilà, pour le résumer en gros. J'ai beaucoup parlé. Mais après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a aussi Nora qui nous a rejoint, du coup. Bienvenue Nora. On a fait un petit tour de table pour se présenter et dire en 2 mots ce qui pouvait vous intéresser dans le sujet de ce soir. Donc si tu peux te présenter rapidement. Je vais juste prendre un appel, je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Bonjour. Non? Oui. On t'entend? Oui. Bonjour. Bonjour. Du coup, je suis Nora Isabelle. Oh, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. C'est un problème de connexion. Bref, Ah, ça lag du un coup, peu. je suis en A5, enfin, j'ai fini. C'est moi qui. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Je suis désolée, je suis au Maroc et c'est pas très bien. Donc, du coup, je disais que je suis en dernière année HEI. En fait, j'ai fini. Et du coup, là, je suis dans mon stage de fin d'études. Avec le coronavirus, c'était décalé, donc je suis encore au Maroc en tant qu'ingénieur produit. Donc, chef de projet, en même temps, je suis ingénieur méthode, donc dans un atelier de production textile. Et voilà, j'ai pris ma marque de vêtements, en fait. Je fais des crimes surprises, by Night, depuis 2018. Et j'ai aussi lancé l'association Défilé à HEI. Et du coup, on a organisé des ateliers de couture et des défilés. Donc, du coup, le côté mannequinat, ça m'intéresse aussi parce que je suis derrière l'organisation de plein de défilés et d'ateliers de couture et de shooting photo. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Ok. Donc, je voulais avoir ta vision par rapport à ce choix. D'accord. En fait, tu as ton business à côté, c'est ça? Tu es auto-entrepreneur, enfin, tu gères quelque chose en plus de ton stage, de ce que tu fais. C'est ça. D'accord, ok. Même là, pendant mon stage, j'ai une tête qui est assez ouverte par rapport à ça. Donc, je lance aussi une collection en même temps que je suis avec eux. D'accord, moi c'est génial. Ok, merci. Voilà, enfin j'étais vraiment, vraiment, j'ai essayé de raccourcir un peu tout ce que j'ai fait, parce que j'essaie de répondre en même temps à toutes les questions que j'ai entendues. Mais voilà, j'ai fait un gros résumé. Et je pense que c'est plus simple que vous me posiez des questions et que je réponde en fonction de ce que vous dites. Et ce que je pense qui peut être intéressant, c'est que toi, tu n'as peut-être pas rencontré cette notion de désapprendre à travailler. C'est-à-dire que, si je me permets, on a été formé en tant qu'ingénieur, on a des méthodes, on est relativement rigoureux, on est curieux, on est scientifique, etc. Il y a plein de choses. Et quand on est amené à être entrepreneur avec une image, alors moi, à titre personnel, je suis mauvais en com. J'ai été amené à revoir ça. En termes d'image, ça ne m'en préoccupait pas trop. Voilà. Et quand on est dans la technologie passionnée, qu'on représente une marque, on est tout amené à retravailler soi-même son image, son rayonnement, et on refait tout un travail finalement. Et ce que j'ai par exemple trouvé absolument génial récemment, on a eu cet intervenant qui était Pierre Mortens
qui nous a fait cette présentation sur les neurosciences, a basculé. Et en fait, on est amené à basculer pour voir sa vie, non pas comme un employeur dans la notion employé avec des liens de subordination, etc., mais on est amené à faire une bascule vers finalement son projet de vie et comment on va le faire. Et c'est intéressant dans la façon dont tu le parles parce que sur certaines choses, je me retrouve alors qu'on a une différence d'âge significative. Mais voilà, c'est ça, c'est bien dit, quoi. Moi, je comprends ce que tu veux dire parce qu'il y a mon père, en fait, aussi, il est ingénieur HEI. Et en fait, il est directeur informatique actuellement. Et on parle beaucoup justement de l'image. Lui, par exemple, Instagram, ça ne l'intéresse pas forcément. Mais par exemple, LinkedIn, développer une image de marque en créant des posts, en faisant une bonne photo, une bonne présentation, en étant assez actif, en contactant des personnes. Ça, je pense que c'est important, en fait. Par exemple, quelqu'un qui vient me contacter, un client, il me contacte et je lui dis OK, je tape son nom sur Google, je regarde ce qu'il fait. Ou une personne, un réalisateur, je regarde et s'il n'y a rien, je me dis bon, bah déjà, je me pose des questions, en fait. Alors que s'il y a déjà tous des réseaux activés, il présente bien ce qu'il fait, je me dis ah ok, bah, le mec, c'est intéressant ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, faut essayer de se développer. Faut pas hésiter à faire des photos, enfin, contacter un photographe ou essayer de faire une bonne photo, même soi-même à la maison, avec un appareil. Et essayer de discuter régulièrement, de faire des bonnes choses sur les réseaux, je pense. Il y en a beaucoup qui... Enfin, ok, l'image, j'ai eu la discussion, il y en a, ils ont peur que leur image elle soit utilisée, il y en a que le gouvernement utilise l'image ou qu'elle soit utilisée à mauvais escient, mais je pense qu'on est dans un monde en fait où il faut avancer là-dessus. Mais pour des gens que ma génération, je vous promets que ça a été un switch. Et bon, maintenant, ça fait 6 ans que je représente cette marque et j'en ai fait un métier. Et effectivement, aujourd'hui, vous me voyez parler, prendre la parole, vous me verrez sur les réseaux. Mais je peux vous promettre qu'il y a 6 ans, voilà, quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression d'être… Voilà, donc c'est un cheminement. Il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut oser aller au-delà. Et je trouve ça génial aussi HEI s'est beaucoup modernisé. Faire ce Zoom il y a encore 3 ans était impensable dans l'esprit d'HEI à l'époque. Déjà 3 ans. C'est vrai que… C'est énorme de faire ce Zoom. Vous vous rendez pas compte. C'est une véritable révolution pour HEI. Bah, c'est vrai que quand j'ai switché, on va dire, je me suis dit, ingénieur, c'est fini pour moi. Enfin, c'est une partie de ma vie, c'est terminé. Et en fait, là, plus j'avance, plus je me dis, mais tout ce que j'ai fait dans le passé, ça sert maintenant. Parce que j'ai des amis qui sont mannequins sur l'île, et je me dis, je sais qu'ils ont le potentiel, mais ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Ils font toujours les mêmes jobs. Enfin, il n'y a pas eu, comment dire, une avancée en fait. Et je me dis, c'est juste parce que, enfin, ils n'ont pas les méthodes qu'on a peut-être appris à l'école. Parce que, par exemple, dans le mannequinat, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit on a une agence, elle nous fait tous les jobs, mais on est en attente en fait. Alors que moi, j'ai plutôt fait l'inverse. J'ai été chercher les contacts. Je contacte les photographes, je demande pour faire un shooting, je contacte les clients. Enfin, j'ai fait ma prospection commerciale. J'ai plutôt été chercher moi-même les jobs. Maintenant, ça vient à moi, mais au départ, on va plutôt dire que j'ai été chercher les choses. Et je pense que c'est plus HEI en fait. Je voulais quelque chose, quelle solution à à disposition, bah, j'allais les chercher. Plutôt qu'attendre que les choses viennent. Bon, je sais pas. Et ouais. Ouais, je suis d'accord. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a peur de perdre son titre d'ingénieur. Comme si c'était un truc, une fois que tu fais un autre travail, tu peux plus avoir le titre d'ingénieur et c'est fini. Exactement. Je l'ai entendu beaucoup récemment avec une copine qui est passée archi d'intérieur. Et elle me disait, ouais, tout le monde me dit, tu vas perdre ton titre, tu n'auras plus ton rang, entre guillemets, comme si c'était le Saint Graal et qu'après, c'était fini. Alors que moi non plus, je n'ai pas le titre d'ingénieur et je trouve ça… rien n'est irréversible. Et après, si on veut y retourner, on peut le faire aussi. Donc, il ne faut pas avoir ça comme on saute le pas, il n'y a pas de retour. Bah, c'est ce que je me dis en fait. Je me dis que plus tard, je pourrais redevenir ingénieur et tout ce que j'ai appris au niveau commercial, j'ai quand même du réseau, etc. C'est pas perdu en fait. Enfin, c'est complémentaire, je pense. Mais pour revenir à ce que tu disais au tout début, c'est quand j'ai complètement fait la rupture conventionnelle, j'ai complètement quitté le job. Je me rappelle, je suis allé en soirée et on me disait qu'est-ce que tu fais dans la vie. J'étais avec des mecs qui étaient ingénieurs, qui étaient commerciaux. Et je me disais, bah, je suis ingénieur. J'arrivais pas à dire, ouais, je suis mannequin en fait. Et ça me travaillait. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est idiot de dire ça en fait. J'ai mis 4 ans. 4 ans sur LinkedIn à changer mon profil progressivement parce qu'à HEI, chaque fois que je parlais de ce que je faisais, ils ne comprenaient pas. Donc, j'ai fait progressivement. J'ai dit, zut, ils ne comprennent pas. Donc, il faut que je me pose des questions. Pourquoi ils ne comprennent pas? Ouais, et les gens, et j'ai mis 4 ans sur mon profil professionnel LinkedIn. Et même aujourd'hui encore, et les gens disent, et qu'est-ce que tu fais? Mais justement, là, c'est voulu, par contre. Et ils sont amenés à tirer le fil de ce que je fais depuis un certain nombre d'années. D'accord.
super. Mais du coup, Ouais. j'ai une question, Edouard. Oui, vas-y. Du coup, enfin, par rapport à ça, justement, est-ce que tu dirais pas que c'est une force pour toi d'avoir fait école d'ingénieur? Parce qu'au final, enfin, je pense qu'on peut tous dire que, enfin, je sais pas si je me trompe peut-être, mais le mannequinat, Oui. c'est quand même assez, enfin, il y a une obsolescence, quoi. Je sais pas s'il y en a qui font ça vraiment toute leur vie, mais au final, toi, quand tu voudras prendre ta retraite de mannequin, entre guillemets, est-ce que justement le fait d'avoir fait une école d'ingénieur, bah, c'est pas carrément bénéfique Alors, pour toi parce que du coup, tu peux. Enfin, c'est pas du tout péjoratif, hein, non, non, quand non, je non, dis ça, t'inquiète, je mais comprends, mais du je coup, comprends. Je vais y répondre. ouais, enfin, même par rapport aux autres, du coup, enfin, double question, mais même par rapport aux autres personnes que tu as côtoyées dans tes agences, etc. Est-ce que, enfin, comment tu te sentais par rapport à eux? Est-ce que eux aussi avaient fait d'autres études ou est-ce qu'eux avaient commencé très tôt et du coup avaient aucun autre bagage à part celui du mannequinat? Enfin, du coup, Alors, je vais répondre au tout début ce que tu as dit. ouais. Je vais prendre un exemple. C'est quand j'ai commencé le mannequinat au tout début, j'ai rencontré un mec il me disait qu'il était ingénieur. C'était un mannequin en fait sur un défilé. Il y avait un plâtre, enfin, on s'en fout ça. Mais il me disait qu'il était ingénieur et qu'il était passé dans le mannequinat. Et il me disait que ça marchait bien. Et je crois qu'il avait 35 à l'époque. Et moi, je me disais, purée, c'est ouf. Hein, le mec, il était ingénieur, il fait ça, mais ça marche en fait. J'ai retrouvé 5 ans plus tard et il continue. Et ça, il me dit, ça n'a jamais autant cartonné. Il a 40, 45 ans, 5 ans plus tard. Et là, je le vois, je me dis, ce qu'il fait, c'est trop cool. Si je continue mon parcours et que ça se passe comme lui, ça me va très bien, tu vois. Et les mecs, la plupart des mannequins que je connais, des mannequins hommes, ils sont entre 35 et 40, enfin, 30, 40, on va dire. Ils sont plus âgés que moi. J'en vois des plus jeunes, mais au niveau des mecs, ça dure un peu plus longtemps, je pense. Mais c'est pour ça qu'en parallèle aussi, je développe de l'acting, en fait. Genre, faire un peu plus être acteur. Et ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Enfin, on voit très bien dans les films, il y a tous les âges qui sont représentés. Et à côté de ça, enfin, je fais de la photographie. Enfin, il n'y a pas que le mannequinat, en fait. J'essaie de développer plusieurs univers artistiques, on va dire. Et en fait, ça s'englobe. Finalement, j'essaie d'englober un peu plusieurs choses. Et je dis souvent, enfin, revenir ingénieur, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, mais peut-être plus tard. Mais je serais ingénieur, mais je sais pas, dans un domaine artistique, je sais pas comment je peux l'accentuer, mais je sens qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire plus tard. Monter ta boîte dans le mannequinat ou ton Non, ça, agence je pense pas. J'ai déjà réfléchi, c'est pas un truc qui m'intéresse. C'est quand même. En fait, je viens de Lille à la base, et c'est quand même un milieu à Paris. J'aime bien y être, mais j'aime bien en sortir, en fait. Il y en a ceux qui sont à fond dedans tout le temps, qui vivent qu'avec des mannequins, que dans ce milieu-là. À la fin, je trouve que c'est pas bénéfique, c'est pas ça, en fait. Il y a une chose que je n'ai pas compris. C'est quoi ton statut aujourd'hui? Tu es auto-entrepreneur, j'arrive pas à comprendre quel est le statut d'un mannequin, en fait. Alors, je vais essayer d'expliquer brièvement. En France, en fait, au niveau juridique, il n'y a pas trop de statut pour le mannequin. C'est pas un truc qui existe. Par contre, aux États-Unis, par exemple, ça c'est béton, mais en France, il y a une sorte de vide juridique. Je sais que j'ai créé mon entreprise, donc je peux facturer des clients en direct, mais normalement, le mannequinat, ça passe pas par ça. C'est plutôt, tu rentres dans une agence, tu signes un contrat avec eux, et en fait, tu fais des CDD d'un jour. Un client il te demande, pouf, tu as un CDD d'un jour, tu fais ton shooting. C'est plus un statut d'intermittent, on va dire. D'accord. Mais c'est pas l'intermittence, enfin, je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de statut réel pour le mannequinat. Je reçois un job, c'est CDD d'un jour, voilà, avec le droit à l'image, avec la journée de travail, la prestation. Par rapport à ta démarche, je dois donner le témoignage de mon fils. Oui. Il lui a fait aussi des études d'ingénieur. Il a fait Polytech à Lille, à Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, il avait fait du théâtre, il avait fait de la musique, du dessin. Et s'est posé la question de savoir, il est assez doué, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, il s'est lancé dans une école d'ingénieur. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que le job qu'il a trouvé, c'est dans comment on appelle ça, les ESN, les CSDI. High-tech, un peu, enfin, vous avez trouvé le mot là. Les SS2I. Start-up, voilà, cherchez le mot. Start-up, Start-up. okay. Et en fait, lui qui adore la musique, il se retrouve à avoir un job qui est lié à la musique. Hein. Et finalement, je pense qu'à terme, il va évoluer vers quelque chose d'artistique. Parce que comme toi, il a cette fibre-là. En fait, c'est un peu. Au final, HHI, c'est plutôt technique, on va dire. J'étais ingénieur informatique. Après, je suis passé ingénieur commercial et j'étais plus attiré par le commercial.
on va dire que le commercial, quand même, on joue sur son image. On est quand même reconnu, il faut développer son réseau. Il y a quand même quelque chose derrière. Ouais. Donc, en fait, petit à petit, je pense que je me suis dirigé vers ce domaine avec mes expériences en tant qu'ingénieur. Et je pense que pour ton fils, par exemple, c'est un peu pareil. Là, je sais pas, il fait de la musique, il est ingénieur, il travaille dans une boîte. Peut-être que petit à petit, il va vouloir passer à fond dans l'artistique et arrêter de faire de la technique, on va dire. Au niveau, parfait. J'ai pas trop suivi, parce que je suis arrivé un peu à la bourre, mais le début du coup du Zoom, mais tu as commencé le mannequinat après HEI, c'est ça? Ou en parallèle? Alors, j'ai commencé en parallèle, mais vraiment, j'ai dû faire 2-3 jobs, c'était vraiment pas significatif. Et après, j'étais plus accentué, faut finir mes études. Alors, mannequinat, c'était un peu une blague, en fait, comme si je faisais un match de foot. Et à la fin des études, je suis revenu après un an en Irlande, et c'est là que les agences m'ont recontacté. Et je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire, et petit à petit, j'ai enchaîné les jobs, et après, ça a pris l'ampleur au fur et à mesure des années. Mais ça a mis au moins, ouais, bah, ça a augmenté progressivement, en fait. C'est pas d'un coup, j'ai fait des bonnes campagnes, etc. C'est vraiment petit à petit, je pense. Et pourquoi aujourd'hui l'acting est pas resté dans le mannequinat? C'est parce que ça t'amuse? Alors, bah, en fait, c'est pareil, c'est complémentaire, c'est pas l'un ou l'autre. Le mannequinat, c'est ma base, on va dire, c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Donc voilà, je paye mes factures, enfin, je fais ma vie. L'acting, pour l'instant, je suis au début, en fait. Je ne suis pas rémunéré, je suis en formation, je me forme. Je vais essayer de faire des courts-métrages, mais petit à petit, je vais peut-être essayer d'accentuer plus là-dessus. C'est ce qui m'intéresse plus, on va dire. Intellectuellement, ça m'épanouit plus. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le choix où je dois choisir entre les deux. Pour l'instant, je suis encore mannequinat, c'est mon vrai job. Et l'acting, je commence à le développer, en fait. Le hacking, tu peux préciser parce que c'est assez vaste. L'acting, plus se jouer dans des séries, dans des films, des. Voilà, commencer par des courts-métrages peut-être, j'en ai fait un. J'ai fait un court-métrage d'horreur, plutôt bien. Le réalisateur il était plutôt bon. Je sais que j'ai envie de poursuivre là-dedans en fait. Parce qu'en tant que mannequin, on n'a pas de récurrence de l'image. Tu as une prestation d'une journée, tu n'as pas ton droit à l'image qui dure 5 ans, 10 ans. Alors, le droit à l'image, c'est défini à la base. On dit pas, pendant 3 ans, tu as ça, c'est payé autant. Et après, s'ils veulent rajouter, si au bout de 3 ans, ils veulent continuer à utiliser l'image, ils te redonnent des droits en fait. Tu as une durée limitée en fait au niveau des droits. Et voilà, il n'y a pas d'interdiction. C'est pas parce que tu travailles pour une telle marque que tu as pas travailler pour une Parce autre. que ce qui est possible, ça dépend des modèles économiques. Et aujourd'hui, on est dans un changement majeur. Il faut savoir que c'est en train un bouleversement majeur. Moi, j'ai un droit à l'image qui est ad vitam aeternam. Et même si je meurs, ce sont mes enfants qui touchent les droits. Donc, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui changent. Ça, c'est parce que tu es affilié à l'entreprise, je pense, non? C'est ça, à la technologie. C'est ça, je suis affilié à la technologie. Ouais. Tu les représentes totalement, alors que moi, le client, je vais le représenter. Enfin, je le représente, mais c'est pour une durée donnée et il ne peut pas utiliser que mon image et m'interdire de travailler avec les autres clients. Moi, pareil, je peux travailler, je fais ce que je veux. Je suis libre, je suis patron. Je suis patron de ma propre organisation, je suis entrepreneur. Pourquoi tu le fais pas alors? La seule chose, c'est qu'on me paye très cher en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et si je n'ai pas envie de faire certaines choses, je n'ai pas de lien de subordination et je ne fais rien. Donc en fait, ils te payent de plus en plus cher si tu conserves ton image que pour eux. Non. Si plus je vais finalement avoir de volume grâce à la technologie qui a été mise en relation, plus je vais effectivement toucher. Il n'y a pas de limitation, je ne suis pas capé. D'accord. Et ton image, elle est traduite comment en fait? Enfin, comment tu je l'apprends. Alors moi, par contre, justement, j'ai plein d'apprentissages. Quand je t'écoute, je me suis dit, mais j'ai plein de choses à apprendre parce que moi, j'ai absolument aucune base de ce que tu viens de me dire. J'apprends sur le tas, comment finalement j'attire vers l'image et la marque que je représente. Il y a un livre que j'avais commencé à lire quand j'étais avant de quitter mon job d'ingénieur. J'ai commencé un livre, ça s'appelait Crushing It. C'est un entrepreneur aux États-Unis qui a créé une marque de vin, etc. Il est très très bon dans ce qu'il fait. Et en fait, il expliquait au niveau des réseaux, au niveau de la pensée, en fait, comment développer son image de marque sans penser au réseau. Déjà de base, comment gérer son image de marque. Il disait qu'en fait, c'était une des choses primordiales et que dans les années à venir, c'est vraiment ce qui va augmenter de plus en plus. Enfin, il y en a qui ont peut-être peur de ça, mais moi, je pense qu'on ne peut pas. Enfin, pour progresser, il faut se montrer, en fait. On est obligé de participer, etc. On ne peut pas rester dans son coin et faire son travail. Ou alors, c'est un autre job, en fait. Sinon, on ne cherche pas à promouvoir une image, c'est autre chose. Et ce ligne, Crushing It, ça s'appelle. C'est Gary V, G-A-R-Y, espace de V2E. Il est vraiment bien, franchement, lui. Je pense que, je sais pas, mais il m'a fait un déblocage à mon avis. C'est à partir de ce moment-là, j'ai de plus en plus l'envie de me dire, ok, il faut que je me lance en fait. Là, mon taf, faut que
Ah, Il y a un bouquin qui s'appelle de Napoleon Hill, oui. Penser et devenir riche. Je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il est revenu souvent. Ce bouquin, moi, c'est ce bouquin-là qui m'a débloqué. Hein. D'accord. C'est-à-dire rendre possible, et finalement, quand on lit le bouquin et qu'on l'applique à son projet, c'est un bouquin qui est vieux. Hein, il y a une réédition moderne qui a été faite, mais c'est impressionnant. Appliqué aujourd'hui, au XXIe siècle, ce bouquin, c'est un véritable délectation. Alors, il date d'un autre siècle, quoi. Mais il était absolument avant-gardiste, quoi. Il faudrait que je le lise. Après, c'est la notion d'argent. C'était pas tellement l'argent que je voulais gagner en quittant mon job. C'était plus pas lié qu'à l'argent, justement. C'est ça qui est intéressant. Justement, c'est qu'est-ce qui te fait driver, lever le matin et focaliser ton énergie pour quelque chose qui te plaît, toi. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. C'est ça, vrai, comme ça qu'il faut le voir. L'argent, c'est un outil, hein, c'est un outil. Franchement, c'est un outil. Non, mais justement, c'est un outil qui permet d'acheter une certaine liberté de temps. Par exemple, là, j'ai gagné assez d'argent pour pouvoir avoir du temps et dégager, faire le. Bien, le plus précieux, c'est le temps. Il n'a plus de prix aujourd'hui. C'est ça, j'ai bien compris. C'est pour ça que quand je travaillais 40 heures par semaine, je me dis, mais comment je peux dégager du temps pour faire ce que je veux faire de ma passion? Je ne pouvais pas, en fait. Il me fallait ce temps-là. Mais au début, c'est pas facile. Hein. On se sent un peu fou, on se dit, merde, qu'est-ce que je vais faire une grosse connerie. Si ça marche pas dans 2 mois, bah, je suis larcon. J'ai quitté un job qui était super bien avec une super équipe. Sur le coup, c'est vraiment pas facile. Hein. Mais bon, ça se fait et faut tester en fait. Hein. Si on teste pas. Une question par rapport au temps. Oui. Il y a une question. Du coup, par rapport au temps, justement. Attends, qui parle? Ouais. En tant qu'ingénieur, on travaille sur un temps limité, en semaine, etc. Mais mannequin, on est mannequin tous les jours, non? T'as pas l'impression des fois de ne pas avoir le temps, de devoir être mannequin 24 heures sur 24 et par rapport à la charge mentale, etc., de devoir tenir ton image tout le temps? Alors en fait, le niveau de l'image, contrairement à un job où tu vas au bureau. Oui, mais en fait, on peut séparer 2 choses encore. J'ai compris, dans le mannequinat, il y a le mannequinat et il y a l'influencing. C'est plus se montrer tout le temps, etc., montrer sa vie, ce qu'on mange, ce qu'on fait. Moi, je suis pas trop dans ce truc-là. Je suis quand même assez discret. En fait, on va dire que c'est plutôt par contrat, en fait. C'est pas, j'ai pas un emploi du temps. Je travaille 5 jours de la semaine. On va dire que j'ai 2-3 shootings dans la semaine. Il me reste 2 jours, 3 jours pour faire autre chose. Et à ce moment-là, c'est là où je contacte les clients, je fais ma prospection commerciale, on va dire où je travaille mon image, je refais mon book, je contacte des photographes, je fais un shooting, une collaboration où je suis pas rémunéré pour améliorer mon image. Mais je suis pas à montrer tout le temps ce que je fais dans ma vie tous les jours en fait. Ça, c'est encore un Après, tu veux devenir acteur, t'as pas peur que ça évolue et que tu perds un peu le contrôle, on va dire, de cette image? Perdre le contrôle de cette image. En fait, il faut se faire confiance, je pense. Au début, j'avais peur de ça. Maintenant, j'ai compris qu'avec l'acting, ce que je fais, je comprends qu'il faut juste être soi-même et il y a pas. Pourquoi j'aurais peur de montrer qui je suis en fait? Il n'y a pas de danger au final. Ce qui fait peur, c'est d'être pas moi-même, de montrer quelqu'un qui est pas moi, et derrière en fait devoir tenir cette image alors que c'est pas moi. Mentalement, c'est infernal. Si on m'apprécie pour ce que je suis, bah ça change rien pour moi en fait. Après c'est vrai que des fois, au niveau de la charge mentale, mannequinat, c'est plus du rush. C'est pas pendant une semaine, par exemple, je peux rien avoir, et après pendant une semaine, je pars en Belgique, je pars dans le sud de la France, je pars en Angleterre. J'enchaîne un peu tout. Là, je sais qu'après, j'ai besoin de me reposer entre deux. Enfin, j'ai besoin d'un moment de décompression. Parce que la différence, ça c'est un truc qui m'a quand même marqué, c'est quand j'étais ingénieur au bureau. Enfin, on va pas se le cacher, on travaille pas non plus 8 heures par jour à non-stop. On est là sous les projecteurs, on est hyper concentré. On se prend une pause, on se calme, on est posé, enfin, c'est pas la même chose. Mannequinat, sur un shooting, pendant 8 heures, je suis constamment. Enfin, tout le monde, tous les caméras sont là, je peux pas me reposer en fait. Et je peux pas être calme, enfin, faut que je sois énergique, toujours bien, on va dire. Ouais, pas le même effort mental, quoi. Tu as dit tout à l'heure que dans l'entreprise, ce qui t'embêtait, c'était d'avoir de la hiérarchie, des chefs et tout ça. Est-ce que dans ce que tu fais aujourd'hui, tu retrouves ce genre de choses? J'imagine qu'il y a une espèce de metteur en scène, quelque chose qui tu dois suivre des directives. Ça, je suis d'accord. Sur des shootings, par exemple, il y a le client qui est là, il va dire non, je veux ça. Enfin, voilà, il donne ses directives. On est là en général, avec le photographe, je suis là, j'ai plutôt tendance à dire, mais vas-y, il donne ses directives, je les prends, j'écoute. Et des fois, c'est trop. Il pose trop de conditions. Et il y a plusieurs fois, le photographe, il fait t'inquiète pas, le mannequin, il sait ce qu'il fait. Et là, en fait, je fais ce que je pense, et là, ça se passe bien, tu vois. Au final, le client, il est content.
Mais des fois, oui, il y a des clients, ils sont là, ils veulent, enfin, je sais pas, ils ont plein de, ils veulent pas laisser les choses se faire, ils veulent contrôler ils veulent contrôler, alors qu'au final, quand on veut faire quelque chose de bien, je pense qu'il faut essayer de faire confiance aux gens et les laisser faire. J'ai du mal à imaginer comment ça se passe. Il y a une sorte de mise en scène. Alors, tu fais un rôle d'acteur quelque part, non? oui, c'est ça, ouais. Tu ne fais pas que défiler, quoi. Ouais, en fait, sauf que tu dis, tu Tu vois, parles pas. sur un bateau, non, je sais pas. Est-ce que tu peux donner des petits exemples où ce que tu fais D'accord, ok. Bah, par exemple, je suis allé à Marseille en septembre pour le parfum Azzaro. Oui. Et par exemple, le premier jour, il y avait la DA, il y avait le client. Et je sentais que le photographe et le vidéaste, j'étais vraiment. Enfin, en général, je suis bien pote avec, ça se passe super bien avec eux. C'est des gars assez chill. Et je sais que la cliente, elle disait, ouais, c'est ça, il faut ça. Elle était un peu stressée. Elle donnait plein d'indications. Donc moi, je faisais ce qu'elle voulait, mais du coup, je faisais pas ce que j'avais envie de faire. Je pouvais pas proposer ce que je voulais. Et en fait, au bout d'un moment, elle part 5 minutes, ou je sais pas, enfin, le photographe, il t'inquiète, laisse-le faire. Et à partir de là, ça commence à se débloquer. Au final, elle voit le retour, elle se dit, ah, là, ok, ça me va très bien. En fait, à la base, il y a le client, il fait une création artistique, une direction artistique. Il y a l'image, il veut ça, il veut tel esprit. Après, tu as ça, mais après, quand tu arrives sur le set, tu as le mannequin, il est différent, tu as le photographe, il a son style. Il faut essayer de tout agencer, en fait. Tu peux pas, dans l'art, en fait, tu n'as pas qu'une chose qui est bonne. Tu as plusieurs façons de faire, on va dire. On est dans la création, quoi. Dans la création, ouais. Si tu bloques les gens en disant il me faut ça, 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 bah, là, tu proposes pas, en fait, et tu fais ce qu'ils veulent, mais du coup, je trouve que pour eux, c'est dommage. En général, dans le mannequinat, on me demande un truc, je le fais, et après, j'essaie de faire ce que je veux après. C'est de proposer derrière, en fait. On va dire. Je sais pas si je réponds à ta question, mais. Dans le. Du coup, tu parlais de shooting, Edouard. Oui. Est-ce que tu as fait aussi des défilés ou est-ce que c'est que photo et pas de défilé de mode? En fait, dans le mannequinat, il y a, on va dire, deux grands domaines, c'est la mode, le fashion, etc., la haute couture et le commercial. Ok. Et moi, j'ai commencé un peu trop tard, enfin à temps plein. Quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être pu, mais là, c'est trop tard maintenant, je pense. Là, je suis plus dans le commercial, tu vois. Enfin, tu vends une marque, tu vends un produit, un parfum, tu vends des lunettes, enfin, des vêtements. Ok, ça marche. Et sinon, tu as la haute couture, ça, c'est les grands défilés, tu défiles. En général, les mecs, ils ont moins de 25 ans, ils sont super secs, Ouais. super maigres. C'est pas ce que je suis, en fait. Ok, parce que justement, je me posais la question parce que. J'en ai fait, hein, mais Ok. j'en ai fait 3-4, mais déjà, ça m'intéresse pas forcément. J'ai pas envie de juste défiler, etc. Je préfère créer un esprit artistique, créer une ambiance, etc. et avoir les photos derrière. Ok. Parce que du coup, quand je me suis présentée, c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler, mais en gros, moi, j'ai bossé, j'ai fait une année de césure l'année dernière et j'ai bossé pour Ralph Rousseau. Je sais pas si tu connais la maison de haute couture. Qui fait, à la base, elle fait robe de mariée, robe de gala et tout. Et en gros, ils ont fait une collection, ils font des collections prêt-à-porter maintenant, hommes et femmes, et collections mixtes. Et du coup, c'est vrai que dans tout ce que tu racontais, je retrouvais pas ça parce que, enfin, du coup, moi, j'étais stagiaire là-bas, j'étais à la Fashion Week, j'habillais les mannequins, on préparait le défilé, on préparait les tenues, les décors, etc. Et enfin, ça ressemble pas du tout à ce que tu avais l'air de dire. Et du coup, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus parce que, enfin, toi, c'est mannequinat homme. Et du coup, justement, au niveau parce que moi, c'était beaucoup de filles quand même, on avait 2 mannequins hommes, mais sinon, toute la collection était féminine. Et du coup, c'est vrai que qu'est-ce que tu as comme avis, enfin pas forcément comme avis, mais vis-à-vis justement du mannequinat féminin qui est peut-être beaucoup plus différent, et peut-être avec beaucoup plus d'attentes que pour le mannequinat homme. Enfin, je sais pas du coup si ça te parle quand même, si tu dis qu'il y a deux types. Mannequinat féminin, il y a plus d'attentes. C'est beaucoup au niveau des mensurations. Ouais, voilà, par exemple. Par exemple, mais c'est pareil, il y a le commercial et il y a la partie, on va dire, mode. Ok, donc c'est pas du tout la même chose ce que tu fais. C'est bien séparé en fait, hein, c'est bien deux choses distinctes. Non, mais tant mieux parce que c'est un monde, enfin, celui dans lequel j'ai été, c'est un monde qui, moi, m'attire pas du tout. Bah, moi non plus, en fait, c'est pas ce qui m'attire. Pour justement que tu vas bien comprendre, je pense, la Fashion Week, quand elle vient, j'en ai rien à foutre. Ça me change pas ma vie, en fait. Ok. Alors que ceux qui sont dans la haute couture, les mannequins hyper mode, la Fashion Week, c'est là où ils bossent, ils font tout leur chiffre d'affaires de l'année, limite. Tu vois. Moi, je la regarde de loin, je fais ouais, ça ne change rien à ma vie. Ok, donc t'es pas du tout dans ce genre de. Ok, j'avais pas compris au début que c'était pas. Non, mais c'est énorme. Enfin, il y a plein de trucs qui se séparent. Ça, c'est des trucs que j'ai appris dans le job au fur et à mesure. Quand j'ai débarqué, ouais, non, mais je ne rien, tu ça vois. marche.
Je vais Ah oui. me permettre de mettre mes deux cents, my two Sunday cents, comme on dit, parce que j'aime bien ce hashtag. Et ce qui est important, c'est qu'il y a aujourd'hui une rupture dans le mode économique de ceux qui font la mode. C'est-à-dire, la mode, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de publicité, et ce modèle est en train de s'en prendre plein la figure. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme Amazon, tout converge vers Amazon, et aujourd'hui, les gens ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas de ça. On voit bien qu'il y a une résistance. Donc là, en fin de compte, le modèle d'avoir finalement des micro-franchises de personnes qui représentent la marque avec leur style, leur passion, leur projet, c'est bien plus puissant que voilà. Et on arrive comme ça à démultiplier avec des stratégies. Donc à ce moment-là, on revient sur les ingénieurs derrière des stratégies où on utilise des outils d'ingénieurs finalement. Il ne faut pas avoir peur d'être ingénieur et d'avoir une passion créatrice ou esthétique. Je suis d'accord avec toi sur ça, en fait, parce que dans le mannequinat, il y a encore deux choses différentes. C'est qu'au niveau des jobs, dans la partie commerciale où je suis, il y a le e-commerce, c'est-à-dire que sur une journée de shooting, je vais faire 100 tenues à la journée. Donc, t'enchaînes, en fait, c'est pas hyper bien rémunéré en général et t'enchaînes beaucoup, c'est hyper fatigant. Que plutôt la création artistique d'une belle image. Tu vois, par exemple, tu vas en Espagne, tu es là, c'est vraiment de créer une image qui est belle. Tu n'es pas là pour juste clac, 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 enchaîner tous les C'est vêtements. exactement ça. Tu fais allusion. Moi, je suis aux antipodes du modèle industriel. Voilà, et à la base, j'ai commencé au niveau industriel, on va dire. J'étais à Lille, j'ai commencé, je savais pas trop. J'ai testé, je fais, ah, c'est pas mal, ça marche bien. Maintenant, aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins et quand je le fais, ça m'intéresse plus en fait. D'enchaîner les fringues, enfin, c'est super rare hein, maintenant. Mais avant, j'en ai fait beaucoup avant et j'y reviendrai plus, tu vois. Je préfère intellectuellement, c'est déjà plus intéressant d'essayer de travailler l'image, se dire, ah, ça c'est pas mal, ça on peut essayer là-bas, enfin, essayer de réfléchir autrement, on va dire. Mais c'est ce que tu dis, ouais, c'est exactement ça. Amazon, tu plaques tes trucs, tout le monde a les mêmes. T'as un mannequin, c'est le même t-shirt pour tout le monde, la même tenue, la même position. Enfin, il y a rien de. Ça donne pas envie de l'acheter en fait. Amaury, tu avais une question aussi, je crois. Par rapport Amaury à d'Amilville, je crois. Oui, j'avais une question, mais tu as répondu grâce à la question Ok, parfait. de Chloé. Mais du coup, ouais, j'avais une autre question. Oui. Tes photos là où tu poses devant un coucher de soleil, je sais pas, sur les tropiques, tu les vends à qui en fait? Tu les vends à qui, c'est ça? Ouais. C'est pas moi qui les vends, c'est le client qui a un projet artistique, enfin qui a un projet de vendre sa nouvelle collection pour, je sais pas, 2021. Il va contacter les agences de mannequins, parce qu'il a besoin d'un mannequin justement pour ses produits. Et les agences de mannequins vont me contacter, vont me dire, t'es dispo telle date, telle date, telle date. Je vais leur dire, oui, je suis dispo. Et à ce moment-là, le shooting se fait. Et c'est le client qui va valider, il va dire, oui, celui-là, son physique, c'est celui qu'il me faut pour mes vêtements. D'accord. Au final, c'est pas moi qui récupère la photo qui vais la vendre, tu vois. C'est le client qui récupère les photos. C'est même lui qui a les droits d'image. Enfin, D'accord. je contrôle les photos. S'il veut pas me les donner derrière, je récupère rien en fait. Le projet, c'est pas le mien. Moi, je donne mon image et c'est tout en fait au final. Et du coup, ça marche à la. Enfin, je sais pas, t'es rémunéré comment par rapport à ça Alors, ouais, t'étais pas là au début, c'est pour ça. C'est au niveau du statut, c'est des CDD d'un jour. En fait, à l'agence de mannequinat, elle va me dire, t'as un CDD d'un jour, et je suis rémunéré comme ça en fait. À la fin du mois, j'ai un salaire. Mais C'est un faux salaire en fait. C'est pas un salaire fixe, tu vois. Je peux avoir zéro, je peux avoir, tout peut changer en fait. est-ce que par exemple sur la photo, je sais pas, c'est peut-être une question un peu bête, mais en fonction de ce que tu fais sur la photo, s'il y a des gens en plus, est-ce que ton salaire varie en fonction de ça? Il y a Ça des varie bonus, pas trop en fonction des personnes qui sont présentes. Ça varie plutôt en fonction, si c'est que site web, il y a tel prix. Si ça passe à télé, c'est tel prix. Si ça passe en affichette dans le métro, etc., c'est tel prix. Enfin, ça augmente en fait en fonction de l'utilisation, on va dire. Après, il y a la durée, 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, tout ça, en fait, ça, c'est hyper variable, en fait. Il n'y a pas un tarif de base. Ça, c'est entre l'agent de mannequin, le client qui voit ça. Et ils vont entre eux, ils négocient. Enfin, ça se fait. Ok. Après, c'est à moi d'accepter ou pas. Hein. Le client il me dit c'est tel tarif, c'est ça, ça, ça. Je dis oui, je dis non. Enfin, D'accord. je reste quand même maître de ce que je fais. Ouais. Enfin, si en fait il y a un projet qui m'intéresse pas, je dis non, je le fais pas. Enfin, il y a un client à qui ça se passe mal, je le revois pas, je m'en fous complètement, tu vois. C'est une sorte de liberté que j'aime bien quand même. En général, ça se passe super bien. Mais au cas où. Est-ce que tu veux rester indépendant? Est-ce que tu n'as pas derrière la tête de créer ta propre agence? Je sais pas. Alors, propre agence de mannequinat, par exemple? Ouais, je sais pas. Bah, comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, c'est pas un truc qui m'intéresse parce que c'est pas un milieu, je trouve, qui est sain. Enfin, si on vit que dedans.
il y a quand même, j'ai pas envie de faire que ça. J'ai envie de, intellectuellement, ça m'intéresse pas de juste travailler avec des mannequins, enfin faire que ça, que vivre dans cet écosystème. J'ai envie plutôt de développer moi-même d'autres projets artistiques. Je sais pas, la photographie, le théâtre, etc. Je préfère faire ça que de devoir gérer une partie commerciale avec des mannequins. Enfin, j'ai pas trop envie de faire ça. Je vois qu'il y en a qui le font et je me vois pas dans ce qu'ils font, en fait. Pour moi, c'est comme une entreprise avec un patron. Enfin, il y a une sorte de. T'as pas envie non plus d'être patron, si j'ai bien compris. J'étais manager en Irlande, justement, chez Abercrombie, et je remarque que c'est pas. J'ai du mal avec ça, en fait. J'ai du mal à à être autoritaire, etc. Enfin, je suis plutôt assez tranquille, on va dire. Mais là, je peux me permettre d'interrompre dans le sens où ça aussi, c'est un concept qui est complètement en train de voler en éclats, la notion de management. Ce qui est en train d'arriver, Oui, c'est vrai, non, c'est vrai, ça change. c'est la notion de montrer l'exemple et de leadership. C'est-à-dire que finalement, on donne envie, on crée, on va dans un mix de compétences, on co-construit. Et c'est ça les modèles qui sont en train d'émerger. Et j'ai mis du temps à comprendre ce que je suis en train de vous dire, même dans le bouquin que j'avais écrit, parce que je viens du monde de l'informatique, La confiance collaborative en réseau en 2007, vous retrouverez ça sur Amazon. J'avais imaginé la société 21e siècle. Et bien en fait, j'ai allé encore au-delà de toute l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, moi je viens du collaboratif et de la façon de travailler en compétences non nécessairement centralisée et où on donne de l'autonomie aux personnes. Et moi j'ai cette culture-là. Et donc, ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que on s'est terminé, celles qui gagnent beaucoup d'argent, les sociétés aujourd'hui, et les gens qui sont entrepreneurs et qui réussissent, ils ont abandonné le lien de subordination et le management classique. Ils font peut-être parfois de la coordination, ça c'est possible. Ils montrent l'exemple, ça c'est une certitude, parce que s'ils ne font pas eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils transmettent aux autres? Moi, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai appris, je suis entouré de millionnaires. Et je l'apprends tous les jours. Et je me mets tous les jours en question. Et de façon positive. Attention, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, se remettre en question tous les jours. C'est des éléments sont à changer parce que le monde change autour de moi. Je suis d'accord avec toi, ça c'est un truc que j'avais quand même beaucoup analysé. Je suis passé par des grosses boîtes en fait, où là il y avait vraiment hiérarchie, ça on peut pas changer. J'étais pas ami avec le patron. Ma dernière expérience où je suis resté 2 ans, mon boss, on jouait à la play ensemble, on courait souvent ensemble, on a fait le marathon de Paris ensemble. C'était limite un ami à la fin. Là, je sentais qu'il n'y avait plus ce lien de subordination, on va dire. Mais j'avais quand même des comptes à lui rendre. C'était sa boîte, je pouvais pas non plus, j'étais pas libre. Il voulait un truc, je fais non, je suis pas d'accord, mais je le fais quand même, tu vois. Enfin, j'avais quand même une obligation, on va dire. Et je remarque que mes potes, qui sont toujours enfin, qui sont, je sais pas, qui sont ingénieurs ou autres, il y a quand même ils sont plus libres, mais il y a quand même une certaine obéissance. Enfin, ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande. Ils sont pas à totale liberté, on va dire. Il y a un client qu'ils aiment pas, ils sont obligés de travailler avec. Ils sont pas libres. Les horaires de bureau, ils sont obligés de les faire. Ils peuvent pas dire. Parce que ça, c'est l'ancien modèle, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, mais ça, c'est encore assez fort quand même. Mais ça change. Ah oui, mais en France surtout. Ouais. En France, on est payé dans une case avec des grilles. T'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Ah non, t'es trop formé. Ah, t'es trop ceci. Ah non, faut pas te payer ce prix-là. De toute façon, t'es pas dans les cases, etc. Justement, tandis que si on quitte ça et qu'on va à Singapour et que vous allez ailleurs dans le monde, vous allez vous rendre compte que ça, c'est pas comme ça, quoi. Justement, ça c'est plus pour ceux qui sont en HEI 5 ou 4 dans le groupe. Je suis allé en Irlande, en fait, j'étais dans une boutique de vêtements, j'étais manager, donc rien à voir avec, on va dire, un ingénieur. Quand je suis revenu, je sentais qu'il y avait un décalage, en fait. J'allais en entretien et les recruteurs, ils m'ont regardé, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Ton expérience, elle n'a rien à voir. Tu as un diplôme, mais c'est tout ce que tu as. Et je sentais qu'il y avait Vous voyez, je sentais que j'étais en décalage. Les entretiens, ils étaient malaisants en général. Je me sentais pas à ma place et je fais purée, je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Et la France, elle est fermée. Ouais. J'avais une question. En fait, est-ce que le fait d'être mannequin, quand tu cherchais un job d'ingénieur, ça t'a déjà posé des problèmes ou des remarques Alors, des remarques, ouais. Des problèmes, non. Et justement, ma dernière expérience où je suis resté 2 ans, je me rappelle, je suis passé 4 heures à parler, je crois, avec mon boss. Je le connaissais pas, je le découvrais. Et je lui parlais du mannequinat. Et justement, et là, j'ai su que c'était lui que j'allais bien bosser avec parce qu'il me posait des questions. Il me disait, ah ouais, c'est super, tu fais quoi? Et je me suis dit, ah oui, au moins, il s'intéresse. C'est pas un recruteur qui est là, si je remplis les cases et hop, c'est bon, on me prend. Et je sais plus, c'était quoi ta question exactement? Non, c'était à peu près ça. C'était en fait savoir si ça. Ah oui, des problèmes. On a déjà fait des remarques. Par exemple, il y avait une boîte où, je sais pas, on me disait, ah tiens, voilà le mannequin. Je sais pas,
Ouais, Est-ce que c'est pas méchant, tu vois. C'est pas c'est méchant. ou quoi que ce soit? Non, 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 ça gêne pas. Bon, en général, le mannequinat, c'est mal vu. On pense enfin, on est juste un physique et on n'a pas de cervelle, tu vois. Je voulais un peu casser ça, mais ce qui est bien justement avec le diplôme HEI, c'est que si on pense ça, bah, je dis, bah, je suis quand même ingénieur. Enfin, ça veut rien, ça veut pas dire forcément qu'on est intelligent, mais ça pose une base au moins. Que je sais réfléchir un minimum et trouver des solutions. Et je me posais la question inverse, en fait, est-ce que du coup dans le milieu, enfin mannequinat, acteur, tout ça, est-ce que justement on te faisait, enfin, est-ce que le fait d'avoir fait ingénieur avant, c'était un peu un problème parce que du coup tu avais moins d'expérience ou alors ils te demandaient justement ce que tu foutais là et ils préféraient peut-être choisir des gens qui ont plus d'expérience là-dedans? Alors, je pense enfin, en général, dans le mannequinat, quand j'explique à quelqu'un, j'étais ingénieur avant, ils s'en foutent un peu en fait. Ouais, c'est cool. Enfin, ça pose pas de problème. Mais ce qui leur pose des problèmes, c'est plus tu n'as pas d'expérience. Si tu commences à peine, tu dis ouais, je suis ingénieur et j'ai pas d'expérience, bah, c'est juste le pas d'expérience qui les embête un peu, on va dire. Faut se lancer, hein, bien sûr, mais c'est comme dans tout, je pense. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il y a un risque à prendre en fait. Il va se dire ah, je prends un risque parce que je sais pas ce que tu vaux et enfin, on y va quoi. T'en as qui prennent ce risque, t'en as qui le prennent pas. Faut trouver la bonne personne. Enfin, c'est un élément un mix de plein de choses en fait, on va dire. Mais le fait d'être ingénieur, je pense que pour moi, t'expliques, ils vont dire, ok, il a fait des études, il a la tête sur les épaules, c'est pas, il débarque pas comme ça. Je pense que c'est un plus, à mon avis. Tu vois, toi, Voilà. pour l'acting, par exemple, je pense que tu diras, quand tu vas développer, si tu veux être actrice et tu développes et tu le deviens, tu diras que tu étais ingénieur avant, enfin, je sais pas, je trouve que ça pose un peu les choses, ça montre que tu réfléchis d'une autre manière, en fait. Oui, ça parle un peu de la personnalité aussi du coup. C'est ça, ouais, voilà. Ça montre que tu es assez ouverte aussi, enfin, parce qu'ingénieur, on dit, ouais, c'est fermé, c'est technique, c'est scientifique, qu'est-ce que tu fais là? On voit que tu es assez ouverte, tu fais deux domaines, enfin, c'est bien, je trouve, c'est complémentaire en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Même si au début, j'ai l'impression que c'était l'un ou l'autre, on ne peut pas faire les deux en même temps. Alors, je me permets d'intervenir 5 minutes. Je vois qu'il est déjà 20 h. Donc, bon, on peut déborder un petit peu. S'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci. Juste, j'ouvre une petite porte de sortie à ceux qui ont des obligations et qui n'osent pas partir comme ça. Voilà, 20 h, je sais que c'est tard. On force personne à rester plus. Donc, si vous avez des obligations, n'hésitez pas à partir. Et si vous avez d'autres questions, je laisse encore un petit temps. On ne fera pas plus de 20h30 puisque voilà. Et je vais juste vous proposer, une fois que tout le monde est là, avant que quelqu'un parte, de faire une petite capture d'écran. Si vous pouvez me faire votre plus grand sourire. Et si vous ne voulez pas apparaître, n'hésitez pas à couper votre caméra dès maintenant. Voilà. Donc, quand vous êtes prêts. Un grand sourire. Merci beaucoup. Super. Ouais, je vais essayer de la refaire parce que il y a des écritures dessus, c'est pas terrible. On va refaire. J'arrive. Hop. Et voilà, merci beaucoup. Bon, voilà. Donc si vous avez d'autres questions. Nous, on va y aller, mais merci beaucoup pour toutes tes réponses et pour ton n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou je sais pas si vous avez d'autres questions derrière. Y a pas de Ok, souci. ça marche. Bonne soirée à tous. Tu nous fais un lien qui nous relie les uns les autres. Peut-être ça peut être sympa, non? Oui, si vous voulez, je peux vous envoyer un mail avec les mails de tout le monde si vous avez d'autres questions. Je mettrai le mail d'Edouard également. Donc voilà. Et là, si vous avez une dernière question pour Edouard, voilà, je vous laisse gérer. Sinon, c'est open bar là maintenant. En tout cas, grand merci d'avoir osé témoigner. Et franchement, ça me fait du bien aussi à titre personnel. Okay. Quand tu vois, j'ai quelques années de différence et je trouve ça vraiment très, très, très bien. Ça fait plaisir, il n'y a pas d'âge. Hein. Développe ton image, fais-toi plaisir. Ça vaut le coup, franchement. Voilà, mais tout à fait. Ouais, c'est génial. Super. Je ne sais pas si c'était hyper clair tout ce que j'ai dit. J'essaie d'expliquer avec mes mots à moi comment je pourrais expliquer, vous transmettre un peu ce que je sais. C'est pas simple des fois. Mais... Comment tu te vois dans 10 ans? C'est la méchante question, ça. Non, même pas. Non. Enfin, justement, quand j'étais Parce que tu parlais de faire du cinéma, des web. Bah, c'est pas méchant comme question parce que justement, quand j'étais commercial ou dans l'informatique, on me disait dans 10 ans, tu te vois quoi? Bah, j'avais aucune idée, tu vois. Je me voyais pas dirigeant, enfin, je me voyais pas, je sais pas comment je pouvais évoluer. Là, je pense que je continuerai le mannequinat, mais des projets un peu différents. Et je pense que peut-être l'acting, ça se développe un peu plus. Je serais plus sur des tournages ou des choses comme ça. C'est ce que je rêve, tu vois. Je sais pas si ça se passera comme ça, mais je vais avancer dans cette direction. Pour l'instant, j'ai l'impression que
tout ce que je lance, ça se passe à peu près dans ce sens-là. Bon, bah, on verra bien. Plus, ouais, continuer à faire des films, du mannequinat. Et aussi, je fais pas mal de photos. Peut-être travailler en tant que photographe, commencer des premiers jobs, etc. Ça peut être cool aussi. Mais ouais, comme on disait tout à l'heure, pas de la photographie sans fringues à la journée, plutôt de la composition, de la réflexion, etc. Voilà, je me vois développer plusieurs aspects artistiques, on va dire. Moi, je voulais dire à ceux qui sont là, je suis nettement le plus âgé d'entre vous. Donc, moi, j'ai 68 ans aujourd'hui. Et il a fallu que j'attende d'avoir 68 ans pour faire des choses que j'aime vraiment, quoi. Donc, il n'est jamais trop tard pour vivre sa passion. Voilà, c'est le témoignage que je vous ai donné. Ouais, c'est super ça, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est surtout quand j'étais dans mon ancien job, des fois, je me levais le matin, je me regardais dans le miroir, je fais mais qu'est-ce que je fais? Enfin, pourquoi je vais là-bas encore alors que j'ai l'impression de pas m'éclater, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis, j'ai quelque chose à tenter, je suis modeste comme mec, mais je me dis, il y a quelque chose à tenter, on me le dit, pourquoi je me lance pas à fond? Pourquoi je n'ose pas en fait? Et j'étais énervé contre moi de ne pas oser me lancer en fait. Et je me dis, en fait, il faut tenter, il y a un risque, mais je pense que c'est des risques mesurés au final, parce qu'au pire, on rebondit, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas un job pendant un temps donné qu'on ne peut pas reprendre un autre travail après, en tant qu'ingénieur. Faut pas avoir peur en fait, faut oser, je pense. Mais avec un peu de réflexion. Super, bah merci. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Sinon, oui. Concernant sur le choix de tes missions, donc tu disais tout à l'heure que tu pouvais te permettre de choisir, et ça c'est plutôt pas mal. Et est-ce que des fois dans ton choix, tu te rends compte en fait l'image que ça peut impacter? Est-ce que en fonction de la marque, je sais pas, du vêtement, du parfum, est-ce que tu tiens beaucoup ça pour garder une certaine image selon un domaine précis ou pas? Est-ce que ça rentre en compte? Alors, si le job, c'est pas une grosse visibilité, par exemple, et que déjà, premièrement, que l'image, faut pas que je passe pour un idiot, tu vois. Je vais pas shooter un truc en costume de clown ou tout nu, ou j'en sais rien, tu vois. Je vais pas m'amuser à faire ça. Après, je choisis. Il y a plusieurs choses, hein. Visibilité. Si c'est à la télé, sur des posters, etc., que la marque, c'est une marque un peu bas de gamme, je vais me dire, bon, là, je vais peut-être éviter, tu vois. Après, tu as le tarif qui entre en jeu, donc tu regardes, tu dis, bon, là, il y a plein de paramètres, tu réfléchis forcément différemment. Mais au niveau de l'image, c'est vrai que si une marque, elle me paraît moyenne, je vais plutôt la squeezer, on va dire. Parce que le truc, c'est si je lui dis oui, qu'il y a un autre client qui vient derrière, qui est plus intéressant, qui a un meilleur tarif, bah, je vais forcément. L'autre, je vais lui dire non, c'est plus possible. Enfin, je préfère dire non de base, et puis voilà. Bah, tu le sens en fait, ces choses-là. Est-ce que les valeurs que tu as interviennent dans tes choix? Je pense, en fait. Par exemple, je sais pas si tu es porté sur l'écologie, je sais pas. Est-ce que tu n'as pas comme ça des choses vers lesquelles tu vas ou d'autres choses que tu rejettes complètement? Non, justement, l'écologie, je trouve ça intéressant, mais j'ai pas forcément eu l'occasion. Mais à l'avenir, j'aimerais bien. J'avais une marque qui m'avait contacté, mais j'ai pas shooté avec eux. C'était un peu comme Asphalt. Je sais pas si vous connaissez. Ils n'ont pas de stock, mais ils créent des vêtements sur mesure en fait. Tu donnes ta taille, etc. Tu discutes avec le vendeur. Et à la fin, ils te font le vêtement et ils te l'envoient. Donc au final, tu ne crées pas plein de vêtements pour rien. Je pense qu'au niveau écologique, c'est super important parce que le nombre de boutiques avec le nombre de fringues qu'ils mettent, après ils les vendent, ils les jettent. Enfin, c'est du gâchis au final. On change de vêtements tous les 2 mois, on change de vêtements, c'est complètement idiot. Alors si tu prends un vêtement qui est bien créé avec des bonnes matières, qui tient 2 ans, bah, c'est super. Ça, j'étais approché par ça, j'ai pas travaillé avec eux, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois. C'est au niveau des valeurs. Après, voilà, je ne vais pas faire des photos qui promouvoient le sexisme ou le racisme, j'en sais rien. Justement, c'est ça qui est vachement important, c'est qu'en fonction de son projet, effectivement, on choisit. C'est ça la grande liberté. Moi, par exemple, j'ai choisi la malnutrition infantile, j'ai choisi le développement durable, j'ai choisi ce qu'on appelle l'agriculture contrôlée. Nourrir le monde, voilà. Et l'hydrogène, ça va vous faire sourire, mais voilà, j'ai fait des choix. Et le fait d'être représentant d'une marque, la marque, si elle est moderne, jeune, et que technologiquement, c'est en phase, tout le monde s'y retrouve. Alors évidemment, il faut faire des matchings, c'est donc la créativité. Il faut chercher sa créativité pour faire les matchings.
Et si c'est le sport, il y en a qui sont dans le surf, ils sont passionnés, bah, c'est une façon pour eux de financer, parce que le surf, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours bien rémunéré. Voilà, c'est un exemple. Ouais, en fait, pour revenir au niveau des valeurs, je pense que enfin, les marques avec lesquelles je travaille, elles représentent déjà mes valeurs, parce que sinon, elles ne m'approcheraient pas. Mon image, elle tape mon nom, elle voit ce que je suis, tu vois. Elle voit du sport, elle voit, voilà, elle voit un peu qui je suis. Elles vont, enfin, si ça n'a rien à voir avec moi, enfin, c'est un peu idiot pour elles de me contacter. Enfin, il n'y a pas de logique au final. Donc en fait, les valeurs, c'est plus le client qui va venir vers moi que moi qui vais aller vers le client. Forcément, ouais, voilà. Ouais, au niveau des valeurs, j'ai pas trop de choix à faire, on va dire. Ça se fait naturellement. J'ai jamais senti que je devais choisir, me dire ah non, c'est chaud, enfin ça le fait pas. Ça se fait naturellement. Je sais pas. Je vois des mannequins qui posent tout le temps, pratiquement tout le temps nus. Bah, on me propose jamais ça. Enfin, c'est parce que je représente pas ça au final, je pense. Ouais, ça se fait naturellement en fait. Mais ouais, j'aimerais bien travailler plus avec des marques ouais, écologiques qui créent des vêtements sur mesure ou qui promouvoient un peu plus ça. Ouais, c'est vrai. Super. Bah, merci J'ai une beaucoup. Ah, vas-y, bah, je te laisse question terminer. comment ça se passe le confinement pour un mannequin? Alors, premier confinement, on peut pas sortir, donc rentrée d'argent, zéro, tu vois. Donc en fait, il y a une part de risque, on fait peut-être des bons cachets de temps en temps, enfin même souvent, mais le truc c'est que t'as pas de droit au chômage, t'as pas le droit t'as pas de retraite, pendant le confinement, bah, t'as pas de salaire, t'as pas de chômage, t'as rien en fait. Donc en fait, c'est une part de risque, on va dire. C'est comme un footballeur, il se casse une jambe, bah, derrière, il se fait plus rien, hein. Donc premier confinement, bon, c'était un peu dur, mais je m'en étais bien sorti les mois d'avant, et les mois après le confinement, je m'en suis bien sorti. Donc au final, sur l'année, tu vois, ça se nivelle, c'est pas un souci. Mais ouais, c'est plus des cachets en fait. T'as pas un salaire fixe, donc tu peux pas imaginer plus tard. T'as une certaine forme de, comment dire, ça fait un peu surprise, mais Pour le jour, c'est quoi. pas, ouais, un peu au jour le jour en fait. Faut accepter ça. Je pense que pour beaucoup, c'est ça qui est compliqué. Parce que je sais que mes parents, ils sont assez carrés, enfin, ils prévoient tout le temps. Pour eux, c'est impossible. Genre, on leur dit, tu prends un billet, demain tu vas là-bas, tu verras sur place pour prendre ton hôtel le soir quand tu arrives. Bah, c'est pas possible pour eux. Eux, il faut que ça soit tout cadré avant. Moi, je prends un billet, je débarque, je m'en fous, tu vois, je sais que je peux me débrouiller sur place. Parce qu'avec le mannequinat, ce qui est bien, c'est que j'ai voyagé pas mal. Ça, c'est un truc que j'ai bien kiffé, je pense. Je suis pas resté dans mon bureau, enfin, à Lille, par exemple, sans bouger, tu vois. Ça, je sens que j'avais besoin de bouger partout. Donc, dans tous les coins de la France, dans un peu tous les pays, et tu t'adaptes forcément et enfin, tu vis différemment. Ok. Stylé. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour pas finir trop tard, vous pourrez toujours, bah, je crois qu'Edouard, tu l'as proposé tout à l'heure, mais lui poser des questions un peu plus en privé si vous êtes intéressé. Je pense qu'il se portera disponible. Et voilà, je tenais à vous remercier de votre participation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder notre site internet. Donc, on propose 2 fois par mois des apéros at home. Donc, c'est des sujets assez variés. En janvier, et Mathilde qui est présente, qui va faire un apéro d'ailleurs. Donc, on parlait d'écologie, donc c'est sur les supermarchés collaboratifs. Donc, vous pourrez participer aussi si vous êtes intéressé. Voilà, on propose pas mal de sujets. En décembre, on aura Jean-Baptiste Possel qui fera un peu de musique. Il est chef d'orchestre, je crois, si je ne me trompe pas. Il fera un peu de musique et un peu de blind test, je crois, sur les musiques de films, etc. Donc, ça peut être aussi intéressant. Tout ça sera disponible bientôt sur notre site. N'hésitez pas à faire un tour. Voilà, c'est ouvert aussi aux extérieurs, priorité aux diplômés étudiants quand même. Et voilà, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez une thématique que vous voulez présenter, à venir vers moi et ce sera avec plaisir sur les prochains mois. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup, Edouard, pour ta présentation. Avec plaisir. Merci, Edouard. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.